Bon, ben salut tout le monde. C'est notre troisième webinaire cette semaine dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, développée par le Réseau pour un Québec famille. Je m'appelle Valérie Roberts. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un sujet qui touche vraiment tout le monde, je pense, aujourd'hui. C'est un sujet qui est excessivement vaste. On va parler des familles de manière générale, autant les familles immédiates que les grands-parents aussi. Donc, toute cette grande sphère-là. Je vous laisse rentrer dans la salle doucement. Là, je vois que vous êtes 18 pour l'instant, mais je sais que ça va continuer à avancer. Fait que je fais une courte présentation. Le webinaire, donc, juste pour vous donner l'information, oui, on le fait en direct. Cela dit, il va être disponible par la suite sur le site du Réseau pour un Québec famille. Fait que vous pouvez le réécouter si jamais vous devez malencontreusement quitter durant le webinaire. Et aussi, si vous allez dans le bas de votre écran, il y a une genre de petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous permettre d'ouvrir plein d'onglets, dont un chat. Ce chat-là, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a un genre de 10 minutes de questions à la fin qui est réservé. Mais règle générale, quand vous posez des questions au fur et à mesure de la discussion, ça alimente nos sujets. Puis des fois, ça nous permet d'être encore plus précis, encore plus concret par rapport à ce qu'on veut dire, ce qui fait en sorte que ben, on répond encore plus à vos interrogations. Puis je sais qu'aujourd'hui, oui, il y a des familles qui se joignent à nous, il y a des gens du public, mais il y a aussi bien évidemment des intervenants, il y a d'autres fondations, d'autres organismes. Fait n'hésitez pas donc à partager. Et si jamais il y a des liens que vous cherchez par rapport à une discussion qu'on va avoir dans le cadre du webinaire, vous cherchez les liens pour une fédération ou un organisme en particulier, tous les liens qui sont partagés à même le chat et même qui vont être partagés par la suite à l'équipe du Réseau pour un Québec famille. Quand vous allez les regarder le webinaire à nouveau, ils vont être disponibles. Fait inquiétez-vous pas si vous ne l'avez pas pris en note, tout va bien. Donc, les gens continuent à rentrer. Je pense qu'on pourrait officiellement commencer aujourd'hui. Avant de vous présenter nos intervenants, je vous disais donc que aujourd'hui, on parle de la famille. On va parler des défis, on va parler des transitions qu'on ressent à travers les familles. Je pense qu'on est chanceux au Québec. On a beaucoup d'associations, d'organismes qui sont là et qui nous permettent d'avoir du soutien, mais je pense qu'on ne les connaît pas toujours tant que ça. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui, c'est que quand on traverse un défi ou un obstacle, ben il y en a des ressources. Fait qu'il faut juste les connaître. Fait qu'on va s'affairer à faire ça tout le monde ensemble. Fait que je vous présente nos intervenants. Sébastien Trudel, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, Sébastien, tu œuvres dans quel organisme, fondation, fédération? Je te laisse te présenter. Oui, donc je suis directeur soutien au développement pour le réseau Maisons Oxygène, les Maisons Oxygène qui sont dans le fond des maisons d'aide et d'hébergement pour les pères et les enfants. Génial. Martine Pessonneau, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui. Hey, Ah, on est super contents. Donc, votre présentation. Alors, merci. Donc, Martine Tessonneau, je suis accompagnatrice développement et mobilisation pour la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, la FQOCF. Et on accompagne les membres qui sont des organismes communautaires familles à travers le Québec. Et on a un volet aussi là, famille, dans le sens où on porte attention à tout ce qui se passe au volet politique pour les familles, des conditions des familles, etc. Génial. Merci beaucoup, Martine. Anne-Marie est là, premièrement, de Chèche, nom de famille. Est-ce que je le prononce bien? Check. Ben, c'est correct. OK, c'est ça. Moi, je suis Alors, habituée qu'on prononce toujours mon nom de famille un peu n'importe comment aussi, là, Robert, Robert, on n'est jamais sûr. Fait que désolée d'avance. il n'y a pas de souci. Alors, je travaille pour le CHSSN, le réseau communautaire en santé et services sociaux. Nous travaillons auprès des communautés d'expression anglaise à travers le Québec. Enchantée. Génial, enchantée. Et le dernier, mais non le moindre, Raymond Villeneuve. Bonjour. Donc, Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, 250 membres dans toutes les régions du Québec. Puis en une phrase, je savais à résumer ce que je fais, c'est Ouais. de lever la main puis de dire il y a des pères. Parce que souvent, quand on fait des politiques publiques, des services, des campagnes, la recherche, on oublie souvent les papas. On pense beaucoup aux mamans, c'est très bien, mais il y a aussi des papas. Puis au Québec, les pères sont de plus en plus présents et engagés, donc il ne faut pas les oublier. Absolument. Bon, on est chanceux de les avoir, vraiment. Fait que faut les dorloter, leur donner de la place. Donc, je disais au tout départ, aujourd'hui, on parle des familles dans leur sens large. On va parler des défis, on va parler des obstacles qui peuvent survenir dans une vie familiale assez normale. Donc, je vais vous donner le droit de parole un à la suite de l'autre. Puis, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez concrètement
ce que vous faites pour fournir de l'aide? Qu'est-ce que vous mettez de l'avant, donc, par rapport à votre organisme ou à votre fédération pour aider les familles concrètement? Fait qu'on recommence avec Sébastien. Super. Ben, concrètement, dans le fond, nos intervenants accueillent les pères à travers 25 maisons à travers le Québec. Donc, en partant de Chibougamau, aller jusqu'à Sherbrooke et Haute-Gaspésie, aller jusqu'à Outaouais. Donc, on accueille ces pères-là qui sont en situation souvent de rupture, situation d'itinérance familiale. Donc, on va les supporter, les aider dans la recherche de logement. On va s'assurer qu'ils puissent être en contact avec leur enfant. Et l'objectif vraiment ultime, c'est qu'ils puissent maintenir, consolider le lien avec leur enfant. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Ben, ces intervenants-là peuvent compter 3 fois par année sur le réseau Maison Oxygène pour avoir des conférences, des ateliers de partage où est-ce que là, on va se permettre de partager les bonnes pratiques dans les maisons. Donc, ça permet de les supporter et de s'assurer qu'on puisse poursuivre dans des bonnes pratiques pour ces pères et enfants à travers le Québec. Martine, du côté de la Fédération? Oui, à la Fédération, on a près de 260 membres, organismes communautaires familles à travers le Québec, sur à peu près 280. Les organismes communautaires familles sont des organismes qui accompagnent et qui accueillent les mères, les pères, les enfants et toute personne significative qui tourne autour de l'enfant. Et par diverses activités très, très variées, des activités qui sont soit dans l'informel ou tout simplement formel, activités parents-enfants, activités enfants, des fêtes de famille, les cuisines collectives, tout ce qui concerne la périnatalité. C'est vraiment une offre très variée qui est vraiment teintée par les besoins de la communauté parce qu'on sait qu'on a quand même 17 régions à travers le Québec et dans ces régions-là, il y a une diversité aussi de besoins selon les localités, selon où la maison de la famille ou l'organisme famille est situé. Alors, les organismes vraiment sont toujours à l'écoute des besoins de la communauté et des besoins des familles. Et c'est comme ça que ça se traduit dans le fond. C'est vraiment un milieu de vie fort intéressant qui est très accueillant et chaleureux. Puis on invite en tout cas tous les mères, les pères et les enfants là, à aller cogner à la porte. On sait qu'on ne devient pas parent avec un guide ou avec l'instinct de savoir comment ça fonctionne. Hein. Le chemin d'être parent est très sinueux, si je pourrais me permettre. Et ça pour toute personne. Alors, on ne fait pas de distinction de classe sociale ou quoi que ce soit. Tout le monde est les bienvenus. Alors, voilà. Génial. Et Anne-Marie, c'est chez la CHSSN. Qu'est-ce que vous faites? Alors, notre organisme soutient principalement 23 organismes à travers la province, dans 17 régions. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on travaille spécifiquement avec les communautés d'expression anglaise. Alors, tout comme les francophones à travers le Québec, les besoins sont différents dans chacune de ces régions. Et nos organismes sont très collés à ces réalités-là. Ils comprennent bien la réalité de ces familles, puis ils comprennent bien les enjeux qu'ils peuvent vivre pour accéder aux services. Nos organismes sont aussi réseautés dans leur milieu avec les autres organismes qui offrent du soutien aux familles, entre autres les maisons de la famille. Certains travaillent aussi avec les maisons oxygènes, avec des CPE, avec les municipalités. Et c'est tout dans un objectif d'amener les familles d'expression anglaise vers les services. Alors, des fois, il y a des groupes, il y a certains services qui sont offerts directement aux familles, comme des groupes d'accueil, des groupes de soutien. Il y a toujours quelqu'un de disponible lorsqu'on entre dans un de nos organismes pour accueillir un individu qui est à la recherche de services de santé ou services sociaux. Et le rôle de nos organismes, c'est vraiment d'accompagner ces gens-là à différents niveaux pour qu'ils accèdent aux services déjà existants qui peuvent être épeurants quand on ne se sent pas très à l'aise dans la langue. Alors, la majorité des gens sont bilingues, mais ne se sentent pas nécessairement à l'aise. Alors, le rôle de nos organismes, c'est de, connaître les autres organismes francophones de leur secteur et d'aider la population d'expression anglaise à atteindre ces services-là. Très intéressant. Et Raymond, donc, de votre côté? Ben, nous, très concrètement, là, premièrement, par exemple, dans les politiques publiques. En politique publique, c'est les lois, les programmes, les plans d'action.
Ma job, c'est d'aller voir les ministères, les politiciens, les fonctionnaires, puis de dire, avez-vous pensé aux pères? Parce que des fois, on écrit parents, puis on s'imagine que ça rejoint tout le monde, mais parents, souvent, ça s'appelle MAMAL au Québec. Donc, c'est juste de s'assurer vraiment qu'on les rejoint aussi. S'il y a encore des formulaires pour la famille où les pères, ils ne peuvent pas mettre leur nom dedans. Fait que moi, ma job, c'est de dire, il y a des pères au ministère de la Santé, au ministère de la Famille, au ministère de l'Immigration, au ministère de la Justice, au secrétariat à la condition féminine. Et donc, quand ils bâtissent un programme de soutien aux familles qui pense aussi aux pères. On travaille aussi beaucoup avec les regroupements d'organisations puis d'ailleurs, tous les partenaires qui sont ici, on a des partenariats avec eux pour faire de la formation, de l'accompagnement sur les pairs, sur les différentes réalités, pour mieux apprendre comment travailler avec les pairs. Parce que, on le sait, ça c'est super bien documenté, notamment au niveau de la demande d'aide. Les pères, les mères, souvent, ils ne demandent pas de l'aide de la même façon. Alors, des fois, les intervenantes, ils peuvent être un petit peu déstabilisés par la façon dont les pères vont demander de l'aide, qui est différente de celle des mères. Alors, si on n'est pas formé, souvent, on peut mal comprendre la demande d'aide. Donc, on a des grands programmes, nous, ce qu'on appelle l'adaptation des pratiques, avec plusieurs réseaux de partenaires. Puis, on a de plus en plus d'amis. Là, à chaque année, on joint plus que 1000 intervenants, des centaines d'organismes aussi, pour vraiment travailler sur les pratiques. Puis, finalement, ben, on produit des connaissances sur les pairs. Parce que dans la recherche, même phénomène, souvent peu moins de connaissances sur les pairs. Donc, c'est important qu'il y ait la recherche aussi sur les pairs et que ça soit diffusé. Puis en terminant, je vais juste mentionner que la Semaine québécoise de la paternité s'en vient. Ça va être du 9 au 15 juin prochain. Puis on va parler des pères immigrants, un sujet qui est vraiment super important pour moi parce que eux aussi, on les connaît pas tant que ça, puis pas si bien que ça. Donc, on peut améliorer la situation. Absolument. Mais parlons d'améliorer la situation. Aujourd'hui, on parle, oui, des ressources, bien évidemment, mais avant même de parler des ressources, il faut qu'on parle du portrait de la famille de nos jours. Tu sais, on parle des obstacles, des difficultés qu'ils rencontrent. Martine, on pourrait commencer par toi. Je veux savoir, c'est quoi la situation de la famille en 2025? C'est quoi ces enjeux? C'est quoi ces défis? Évidemment, on ne rentrera pas précisément dans chacun d'eux parce que je pense qu'on pourrait être encore là demain à la même heure. Mais tu sais, si tu avais à faire un portrait global, ça se ressemblerait à quoi? Je vais tenter de faire un portrait global Oui, parce que c'est ça. c'est pas simple. Mais sinon, Martine, tu pourras te pallier avec tous tes autres collègues. Je sais qu'en plus, vous vous connaissez bien, vous travaillez bien ensemble, fait que vous pourrez compléter vos idées. Je compte sur vous autres. Dans le sens où c'est sûr que la famille est en constante évolution. On sait qu'il y a beaucoup de défis. Voyons, Raymond parlait il y a quelques minutes d'immigration. Donc, on le sait dans les organismes familles, présentement, on accueille beaucoup de familles, de nouvelles familles immigrantes qui sont arrivées, peu importe leur statut, et qu'ils ont quand même des grands besoins, que ce soit les besoins de base ou autres besoins. Mais ces personnes-là, souvent, ce qu'on retrouve, s'ils arrivent ici et qu'ils n'ont pas de famille, il y a beaucoup un isolement de ces familles-là. Donc, on est là aussi pour contribuer et accompagner ces familles-là. Je vous dirais avec tout ce qui est le contexte économique aussi qu'on vit présentement, on se rend compte que de plus en plus, la demande est de plus en plus grande, dans le fond, quand on parlait de familles de classe moyenne, on les retrouve de plus en plus dans nos organisations et venir chercher des ressources en besoin de base. On le sait que le logement, on en entend parler à tous les jours dans les médias, etc. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Et je vous dirais que pour les travailleurs, travailleuses là, qui travaillent auprès de ces familles-là, c'est beaucoup de grands défis d'accompagner ces familles-là et de pouvoir répondre à ces besoins-là. Il y a souvent un sentiment d'impuissance, étant donné qu'on est limité par nos ressources financières. Donc, je vous dirais que je laisserai la place à mes autres collègues, là, mais présentement, c'est le premier portrait que je ferai. Mais c'est quand même, c'est un portrait qui est intéressant, considérant que ce sont quand même des besoins de base. Oui, tout Ça, à fait. c'est incroyable de se dire. En tout cas, moi, je sais que dans la dernière année, ce qui me fascine le plus quand je parle à des auditeurs à la radio où je suis tous les jours, c'est de constater que les enjeux et les obstacles, on dirait qu'ils sont vraiment sur la base de l'être humain et du bien-être. Tu sais, la pyramide, là, c'est vraiment. Puis ça, c'est quand même assez inquiétant, j'oserais dire, je pense. Anne-Marie, du côté des familles anglophones, est-ce que c'est un peu le même
portrait des difficultés que vous percevez de votre côté? Oui, nous observons ces mêmes difficultés-là. On a mentionné les familles immigrantes. Je veux mentionner que il y a 30% de la population d'expression anglaise au Québec qui est issue de l'immigration. Il y a aussi des familles qui proviennent d'ailleurs au pays où on sait que le français n'est pas courant et qu'ils arrivent ici au Québec. Puis, il y a vraiment un défi, oui, pour accéder aux services parce que, ben, de un, ça fonctionne très différemment d'ailleurs. Même les Québécois francophones qui sont nés ici, on ne sait pas trop toujours comment ça marche. Mais pour eux, juste d'avoir l'information, c'est un défi. Donc, des fois, d'accéder aux services, ça prend plus longtemps. Des fois, ils vont attendre avec des maladies. Donc, quand ils se présentent à l'urgence ou chez le médecin, il y a déjà un avancement dans la problématique. Ce qu'on voit aussi, c'est un réseau autour d'eux, la famille, les amis, le soutien qui est moins présent parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés ou parce qu'il y a des barrières de langue aussi qui ont ça de construire notre nouveau chez-soi, notre nouveau réseau, c'est hyper important, donc pour la santé physique, la santé mentale. Et donc, il y a des enjeux à ces égards-là aussi. Ça va être mon grain de sel. C'est sûr que construire son filet social, c'est un travail souvent qu'on fait sur toute la vie. Fait que quand on recommence du jour au lendemain, si on est immigrant, par exemple, je pense que c'est un beau gros travail. Raymond, peut-être que tu peux intervenir à ce sujet-là. C'est quoi, oui, la semaine évidemment des papas immigrants qui s'en vient de votre côté, mais ce serait quoi le portrait des difficultés des familles de nos jours, des pères de nos jours? C'est sûr que ça, on pourrait faire un colloque de 3 jours là-dessus. Je Mais sais. ce que j'aurais le goût de te dire, c'est, je vais prendre une image, je pense, pour moi, qui résume bien comment je le vois, c'est que, si ces temps-ci, le chemin des familles, il n'est pas facile. Mettons, on a l'impression souvent d'être plus en train de gravir une montagne. Tu as des roches, puis tu montes, puis c'est pas facile. Puis il y a beaucoup d'anxiété, de stress, d'angoisse, d'anxiété financière. Ça, c'est présent pour tout le monde. Mais si en plus, dans ton sac à dos, tu as des poids additionnels, hein? Si en plus tu es issu de l'immigration, si en plus tu as des enfants qui ont des besoins particuliers, si en plus tu viens de vivre une séparation, si tu ne parles pas la langue, si tu appartiens à des groupes marginalisés comme la diversité sexuelle et de genre, si tu es autochtone, ben c'est sûr que de monter à montagne, ça va être encore plus difficile. Puis là, ces temps-ci, c'est comme si tout le contexte fait que tout est pesant, puis le contexte, il en met des roches dans le sac aussi. Puis les jeunes parents là, sont stressés, sont angoissés, sont anxieux. Toute l'angoisse climatique aussi qui est présente. On dit, dans 20 ans, là, les enfants que je mets au monde maintenant, là, ils vont être où? La crise des finances publiques. Tu sais, on n'arrête pas de dire, tu sais, c'est comme, on a l'impression que c'est hors contrôle, le gouvernement est décoté. Tout ça là, dans l'espace public, ces réseaux sociaux, là, ça fait que les gens sont comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui fait que quand il y a une difficulté, quand ils tombent, souvent, c'est bien difficile de se relever. Puis si tu ajoutes en plus l'isolement social, qui est vrai pour certaines personnes, puis souvent, c'est le réseau social, c'est ça qui fait la différence en période de crise. Si tu n'as pas de réseau social, c'est super top. Ce qui fait que c'est vraiment, vraiment pas une période facile. Puis ce que je peux ajouter sur les pères, si en plus tu as de la misère à demander de l'aide, puis t'attends vraiment là, que d'avoir planté comme il faut, ben ça va être encore des fois plus difficile de revenir. Donc, c'est pas un contexte facile, là. Oui, ça, on va y revenir au principe de demander de l'aide tantôt parce que lundi, dans le webinaire qu'on a fait sur l'approche aidance, c'était un élément qui était fort aussi, tu sais, de prendre son courage à deux mains et de dire qu'on a besoin d'aide. Fait que ça, on en reparlera un peu tantôt. Sébastien, Réseau Maison Oxygène, vous autres, qu'est-ce que vous constatez par rapport aux difficultés et aux obstacles des familles en 2025? Oui. Tu sais, je trouvais ça intéressant tantôt, Valérie, quand tu soulevais toute
la réponse aux besoins de base. Donc, on le voit que c'est une préoccupation, puis on le voit que les pères qui arrivent chez nous, bien, ont eu de la difficulté à répondre à ces besoins-là et ont de la difficulté à répondre dans le futur aussi à ces besoins-là. Donc, ils arrivent chez nous, ils sont en hébergement pour une période dans le passé qui tournait aux alentours de 3 mois. Là, ce qu'on voit, c'est que cette période-là s'allonge parce que être capable de trouver un logement en 2025, c'est complexe, là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a environ un père sur 3 qui arrive, qui fait sa demande d'aide, qui est en situation d'itinérance familiale immédiate. Donc, au moment où il fait sa demande, là, il est en situation d'itinérance. Il n'y a pas d'endroit pour dormir. Il dormait sur un divan avec les enfants ou dormait un peu partout. Donc, c'est quand même incroyable qu'avant, tout ce qui était itinérance appartenait davantage à des personnes qui étaient seules, sans enfants. Et là, ce qu'on voit, c'est de plus en plus s'installe des situations où est-ce que là, on est en itinérance avec des enfants. Puis, si je peux raconter une anecdote rapide, Oui. je me souviens en tant que tel d'un père qui était avec ses 2 adolescents et qui a dormi dans son véhicule pendant 2 semaines avec ses 2 adolescents avant de faire une demande d'aide. Donc, quand on parle de demande d'aide, puis tout l'orgueil qui est en lien avec ça, puis toute la difficulté à trouver les ressources adéquates aussi, ben, c'est inconcevable en 2025 qu'on vive encore ce genre de situation-là. Mais quand ils arrivent à nos portes, ben, c'est sûr que c'est des gens qui sont bien accueillis, puis c'est des gens qu'on prend le temps de prendre soin. Là. Ouais. Anne-Marie, donc, pourquoi on hésite à demander de l'aide? Parce qu'on dirait qu'il y a dans certaines sphères de la vie, on est capable de le faire. Je commence un nouvel emploi, j'hésiterai pas à aller demander de l'aide si je connais pas le dossier que je vais travailler ou le logiciel avec lequel je travaille. Mais on dirait que quand on parle de nos familles, on dirait que c'est tellement de la sphère du privé, puis je devrais être capable. On dirait qu'on n'est pas capable. Pourquoi? Donc, je sais que mes collègues vont pouvoir en parler grandement, mais moi, je vais parler spécifiquement des familles d'expression Oui, c'est parfait, anglaise. c'est parfait. C'est ça qu'on Non, veut, là, on mais veut la diversité des oui, c'est opinions. ça. C'était pour ça que vous m'avez invité, puis ça me fait Exactement. plaisir. Mais je sais qu'il y a d'autres points très, très, très importants qui vont être abordés. Donc, je dis déjà, je sais que je suis déjà d'accord avec mes collègues, mais ce que je vais ajouter, même si on peut encore parler, je vais ajouter que pour les familles d'expression anglaise, quand on leur demande pourquoi c'est difficile pour eux d'aller demander de l'aide. C'est quoi la crainte qu'il y a derrière? En fait, là, on parle de barrières internes. Souvent, on parle de barrières externes. C'est pas la bonne heure du service, c'est pas le genre de service qui les intéresse ou l'information est pas là. Ça appartient à l'organisme. Mais l'individu, lui aussi, il a ses propres barrières. Puis je pense que c'est davantage de ça qu'on veut parler. Pour les familles d'expression anglaise, souvent, c'est la crainte de ne pas être accueillis parce qu'ils sont issus de la population anglophone. C'est très politique au Québec, là, il faut le dire. Là, notre langue est importante, puis on veut la garder. Puis ça, je pense que probablement 90% des gens y croient. Ben, peut-être, anyway, peu importe. Moi, j'y crois. Mais je crois aussi que quand une famille est dans le besoin, c'est important qu'elle puisse arriver à un endroit puis se sentir accueillie comme elle est, là où elle est rendue. Puis ces familles-là d'expression anglaise qui sont de souche du Québec ou d'ailleurs sur la planète, de l'autre côté complètement, quand ils arrivent avec un besoin, je pense que c'est important qu'ils vivent une expérience positive parce qu'ils ne reviendront pas. Puis, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent. Puis, alors voilà, ça c'est une des raisons, c'est la crainte de ne pas être accueilli. Il y a aussi la crainte de ne pas comprendre. Fait que, comme je disais, les populations anglo au Québec, quand on regarde les statistiques, ils ont, je pense que c'est 80% qui sont bilingues. Mais quand je vais faire mon changement d'huile dans ma deuxième langue, c'est pas comme quand je vais voir un Vraiment. intervenant parce que mon enfant a une difficulté du langage. C'est pas mal moins compliqué le changement d'huile. Et pour ces raisons-là, il y a aussi une hésitation. Alors, je ne vais pas comprendre, je ne serai pas compris.
on va me trouver poche parce que je suis un anglo du Québec puis qui ne parle pas encore bien français. Alors, je Aussi pense que j'ai bien pas assez demander parlé. d'aide, dans le fond. Ouais. Aussi bien pas demander d'aide au cas où Ben, je ne je serais vais pas y contente. aller Quand je quand vais être ça au fait bout du bout. vraiment mal, là. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Martine, je te vois lever la main. Et dans le fond, parce que je trouve la question fort pertinente et ce que tu as dit, Anne-Marie, c'est sûr que j'approuve tout ce que tu as dit. Je pense que, tu sais, l'humain est humain, hein, dans le sens, quand on a besoin d'aide, on pense tout qu'on va être capable de s'en sortir, mais il y a des situations où on n'est pas capable. On peut tous, un jour ou l'autre, se retrouver en situation ou en contexte de vulnérabilité. Et c'est pas évident. Puis des fois, j'entends des personnes qui disent, mais ça, je peux pas aller demander de l'aide, là. J'ai une maison, j'ai 2 autos, j'ai ci, j'ai ça, mais il y a un contexte, une situation qui va peut-être être temporaire. On le souhaite qu'elle soit temporaire pour que cette personne-là puisse se sortir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des organisations qui sont là pour les soutenir à passer ce moment-là. Et j'ai bien aimé tantôt quand tu disais, Anne-Marie, il faut qu'on les accompagne où ils sont rendus. Dans les organismes communautaires familles, notre façon de penser, c'est de toujours dire qu'on accompagne ces personnes en étant à côté d'eux, un pas derrière, mais jamais un pas devant. Parce que c'est à eux de suivre et de respecter son rythme. C'est à eux de savoir, OK, ce que j'entends, ce qui se passe en ce moment, je suis prête à aller plus loin ou je ne suis pas prête. On va toujours respecter ce rythme-là. Ce qui fait que des fois, on accompagne des familles dans nos organisations qui vont quitter à un moment donné, mais ce qu'on a fait pour les accompagner, on ne verra peut-être pas le résultat, mais on a espoir qu'il va y avoir un impact peut-être plus tard. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre la relève avec eux. Alors, je pense que c'est important de garder en tête là, que ça peut tous nous arriver et surtout, garder en tête, il y a un mythe aussi qui existe auprès de beaucoup d'organisations, entre autres chez nous, les organismes communautaires familles, que c'est là pour les personnes qui sont en grande difficulté de contexte de vulnérabilité. Mais non, on est là pour tous les mères, pères, enfants, personnes autour de ces enfants-là, personnes significatives, les grands-parents, etc. Alors, il ne faut pas hésiter à cogner à la porte. Oui, oui, oui. J'ai l'impression aussi, Sébastien et Raymond, les deux, vous l'avez soulevé tantôt, tu sais, on dirait que pour les pères, pour les hommes, on dirait qu'il y a une autre barrière encore plus grande à demander de l'aide. C'est comme si des fois les familles, on hésite, mais les hommes, on dirait que c'est encore plus complexe. Raymond, pourquoi c'est aussi complexe? C'est quoi les difficultés pour un homme de dire, OK, ça y est, j'ai besoin d'aide? Ben, premièrement, il y a certainement ce qu'on appelle, nous autres, comme toute la socialisation masculine. Être un homme, il faut être fort, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas s'exprimer, tout ça. Puis ça, c'est beaucoup de gars vont l'intégrer en disant, il faut que je sois fort. Comment je me définis, mon identité, c'est d'être fort. Fait que si ma famille traverse une difficulté, je ne peux pas montrer de les faiblesses. Il faut que je sois là, il faut que je sois solide. Cette construction-là est très, très présente. Et ce qu'on voit même dans les jeunes générations qui ne parlent plus, quand ils arrivent dans des périodes de difficulté, souvent les vieux réflexes reviennent. Mais moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que la relation d'aide, c'est quelque chose qui se joue à deux. Bien sûr, il y a les hommes, mais il y a aussi les organisations de services. Et si les hommes se sentent jugés, si l'offre n'est pas adaptée, s'ils ne peuvent pas mettre leur nom dans le formulaire, si quand ils s'assoient devant l'intervenant, il ne connecte pas, ben, c'est sûr qu'ils vont dire c'est pas pour moi. Tu sais, moi, je raconte toujours une histoire que je trouve qui est tellement indicative. Un couple pendant un suivi de grossesse. Il arrive dans le bureau du médecin, puis le médecin, il regarde juste la mère, tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant toute la rencontre. À la fin de la rencontre, le médecin se retourne vers le père, puis il dit, Monsieur, est-ce que vous avez une ITSS, une infection transmise sexuellement et par le sang? Une question. Le gars, lui, a l'impression d'être une patente qui donne des ITSS. Tu penses-tu qu'il a le goût de retourner la fois d'après? C'est une anecdote, mais souvent, les gars, ils disent on joue avec ma blonde, puis on ne me regarde pas. Tu sais, en périnatalité, le bébé arrive, puis là, toi, tu dors sur une chaise dure, dure, dure. Il y a un père qui m'a conté qu'il y a eu un enfant prématuré, puis il a dormi pendant une chaise dure, sur une chaise dure pendant 4 mois. Fait que ça, c'est tous des petits messages qui disent aux pères, aux hommes, dans le fond, là, tu sais, demande pas d'aide trop, là, ça va nous déranger et tout ça. Ce qui fait que c'est une relation de confiance qui doit se développer de part et d'autre. Puis ça, il y a encore beaucoup de travail à faire dans notre société. Ouais. Sébastien, je change ma question, OK? Parce que là, je pense qu'on a bien compris les difficultés puis les enjeux, puis
Là, j'ai le goût qu'on parle des solutions. C'est-à-dire que j'ai le goût qu'on parle de ce qu'on peut faire pour aider les familles, puis de toutes les manières possibles et impossibles. Réseau Maison Oxygène, on l'a compris concrètement ce que vous faisiez, mais comment quelqu'un va chercher de l'aide? J'ai l'impression qu'à partir du moment où la personne dit « OK, c'est beau, je suis prêt », comment est-ce qu'on se lance dans cette quête d'aller chercher de l'aide, entre autres chez Réseau Maison Oxygène? Ben, je vais parler de comment ça se fait au réseau Maison Oxygène, mais comment Oui. on pourrait exactement améliorer les pratiques aussi, là, en tant que tel, c'est de rendre l'aide facile. On le sait, un père qui va se cogner à un répondeur, ben, des fois, il y a certaines études là, qui disent que ça peut prendre de 4 à 6 mois avant qu'il retourne un appel puis qu'il rappelle de nouveau pour demander de l'aide. Fait que juste ça, de rendre ça simple, accessible rapidement, l'aide. C'est aussi d'être capable de créer des liaisons entre les différentes organisations. C'est que souvent, les services sont faits que moi, je travaille telle action, telle action, telle action pour pouvoir te rétablir et un autre organisme va travailler à tel autre niveau. Mais quand on s'assure de faire une liaison personnalisée, puis qu'on s'assure vraiment d'accompagner le père là où il doit aller pour répondre à ses besoins, là, à ce moment-là, on lui facilite les choses, on l'aide. Puis, il ne faut pas l'oublier, là, tout ce que Raymond a dit, puis tout ce que les autres intervenants ont dit, est hyper pertinent dans ces gens-là. Ils arrivent avec un certain niveau de honte, des fois de peur, de crainte. Il ne faut pas oublier, là, parce que des fois, on en voit beaucoup, on accueille beaucoup, puis on dirait que des fois, on oublie cette portion-là, mais c'est quand même quelque chose d'aller cogner à une porte et dire, moi, je n'ai pas les outils. Puis là, je mets mon problème au centre à une autre organisation, à d'autres intervenants pour dire, vous, avez-vous les outils? C'est quand même une part d'orgueil qui est importante, puis que là, à ce moment-là, on dit, écoute, donne-moi des outils, aide-moi, supporte-moi, puis surtout quand on parle de père, quand on parle d'homme, où est-ce que, normalement, tout le côté pragmatique des hommes, des pères, tout le côté où est-ce que tu devrais avoir des compétences, où est-ce que tu devrais être le pourvoyeur, puis là, tu n'as plus de logement, hein, tu n'as plus... Fait que c'est sûr que ça vient toucher ça concrètement, au niveau réseau Maison Oxygène, là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut les aider à ce moment-là à rechercher des logements avec eux, les accompagner dans leur démarche juridique familiale qu'ils ont besoin de faire, leur donner des outils avec leur niveau d'autonomie, c'est-à-dire quand on sent qu'ils ont les compétences, qu'ils sont capables vraiment d'utiliser les outils en présence, bien là, on laisse aller, on fait un retour avec eux. Quand on sent qu'ils ont besoin de plus d'accompagnement, bien là, on va être plus présent, on va être plus à côté d'eux pour pouvoir les supporter à ce moment-là. Martine, à la Fédération, comment on fait pour s'assurer que les gens ont accès à des organismes? Comment on les cherche? Là, si moi, je me retrouve demain matin dans une situation où j'ai besoin d'aide, comment la Fédération peut faciliter ma recherche? Dans le fond, on peut aller tout simplement sur le site de la Fédération qui est fqocf.org et vous allez avoir un onglet qui est très apparent quand vous arrivez sur le site qui est marqué Trouver un OCF. OCF, Organisme communautaire famille. Et en rentrant votre code postal ou votre municipalité, ça vous amène directement sur une carte interactive et ça va vous sortir tous les organismes qui sont membres de la Fédération avec leurs coordonnées, tout simplement. Alors, c'est une façon de faire. Mais vous retrouvez aussi toutes ces informations-là souvent dans les organismes régionaux que vous avez dans votre région ou même local. Même souvent, les centres de santé et services sociaux ont toutes les références aussi, les organismes communautaires famille, mais ainsi que tous nos organismes là, de partenaires, etc. Puis, j'en profite pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Sébastien aussi sur le fait de le référencement qu'on fait est hyper important. Donc, le travail qu'on a à faire, nous, c'est de connaître bien les ressources du milieu, de connaître aussi, pas juste la ressource, mais de connaître les personnes qui y travaillent. Parce que si je te dis, moi, Valérie, écoute, je pense qu'une ressource pourrait continuer à t'aider ou t'accompagner, puis je vais te présenter Michel. Michel est extraordinaire, tu vas voir. Ça change. De confiance, c'est plus facile que si je te dis, va à cet organisme-là, il y a quelqu'un qui va t'accueillir. Alors, c'est un travail qu'on a à faire aussi. Je vais vouloir qu'on en parle justement de cette interconnexion, tu sais, parce que j'ai l'impression que si moi, dans ma vie, je ressens un problème par rapport à un côté financier et par rapport à mon alimentation, mais là, les deux, ils vont comme ensemble, mais pas vraiment ensemble. Fait que comment est-ce qu'on peut être plus interconnecté? On pourra en reparler. Raymond, donc, quelqu'un qui va chez vous, qui demande de l'aide, qu'est-ce qu'il peut avoir comme type d'aide? Puis comment il demande? Tu sais, y a-t-il des manières de faire plus simple qu'effectivement un message sur le répondeur puis un rappel? C'est sûr. Comment ça marche? Oui, c'est sûr que nous, on n'est pas un organisme de service.
Le C'est ça, regroupement pour la valorisation de la paternité, c'est un réseau de membres, exact. mais sur notre site, on a un répertoire en ligne où les pères, par service, par région, ils peuvent aller voir les organismes qui donnent des services directement aux pères. Mais c'est important de comprendre qu'on n'est pas un réseau de services, c'est plus Ouais, on ouais, ouais. accompagne et tout ça. Puis c'est sûr que des fois, ce qui est important, des fois, peut-être aussi que les pères se préparent un petit peu, essayent d'identifier un peu leurs besoins, parce que souvent, les pères sont en difficulté puis ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Hein. Souvent, des fois, c'est la première fois qu'ils vont parler. Fait que ça va sortir comme un peu dans tous les sens, là. Fait qu'un peu de cerner leurs besoins. Puis je pense qu'un truc qui est bien, bien important pour moi à vous communiquer, c'est que il y avait une chercheure, Diane Dubois, qui a fait une recherche sur les besoins des pères. Puis elle disait le premier besoin des pères, là, ça va peut-être te surprendre, Valérie, c'est le besoin de reconnaissance, de se sentir reconnu comme père. Si tu ne te sens pas reconnu par l'intervenant, tu ne vas pas y livrer ta vie, tes tripes, tes vulnérabilités. Souvent, le père lui-même ne se sent pas bon. Si le réseau de services et tout ça lui renvoie l'image qui n'est pas bon, qui n'est pas important, il ne va pas s'ouvrir. Mais Impossible. si on dit, t'es un père, telle affaire t'avait bien, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Ça change tout, tout, tout. Un besoin de reconnaissance. Les pères aussi, c'est beaucoup le besoin de réinventer leur rôle. C'est quoi être père en 2025? C'est pas si clair que ça, puis si simple que ça. Puis après ça, les autres besoins, c'est stabilité affective, hein? C'est pas rien, stabilité financière. Ça a l'air des affaires de base, mais c'est essentiel. Juste de dire, tu es un bon papa, tu fais des bonnes affaires, comment est-ce qu'on peut en faire plus? Puis l'autre affaire aussi, c'est de rappeler aux pères l'importance qu'ils ont pour leurs enfants. Ça a l'air nono, puis ça a l'air évident, là, mais tu disais à un père, là, tu sais pas à quel point tu es important pour son enfant, puis une chance sur deux, il va se mettre à pleurer. Parce que c'est rare qu'on dise ça aux pères. Tu sais, ou comme société, c'est rare qu'on dise ça aux hommes. Vous faites des bonnes affaires, vous faites des bons coups, vous êtes des bons papas. Fait que les gars, quand tu leur dis ça, ils pognent. Souvent, on les chicane. Puis quand on les chicane, ben, les gars, ils s'en vont. Ils n'ont pas le goût. Mais si tu dis, tu as des affaires à travailler, mais tu fais des bonnes affaires, tu peux en faire encore plus, ben, tu as pas mal plus de chances de le mobiliser. Parce que les pères, ils veulent aider leurs enfants. Ils veulent aider leurs conjoints. Tu sais, les parents, même en grande difficulté, ils veulent que ça aille mieux, ils veulent soutenir, ils veulent que leur coparentalité soit meilleure. Puis quand on fait appel à ça, là, c'est comme une espèce de... C'est la clé du coffre-fort. Souvent. Alors, on note. La fête des pères, en plus, s'en vient, fait qu'on va pouvoir le Hein? témoigner encore plus gros. Exact. Anne-Marie, dans la communauté anglophone, comment on fait si on a besoin d'aide? C'est quoi les ressources? Comment on fait pour demander de l'aide, justement? Donc, nos 23 organismes sont identifiés sur notre site Internet du CHSSN. Malheureusement, ils ne sont pas bien identifiés comme à la FQOCF. J'ai pris ça en note, là. J'aimerais ça que ça soit de même. On est toujours en amélioration On continue. s'améliore, on s'améliore. Mais c'est possible. On va faire ces améliorations-là. Par contre, on est capable de trouver l'organisme de notre région. On clique dessus et le rôle de ces organismes-là, c'est vraiment d'accueillir la personne. Tu sais, il rouvre la porte, même pas besoin de cogner. Il rouvre, puis la personne va pouvoir les aider à trouver le bon service. Puis l'accompagnement qui est offert à travers ça, ben, c'est soit le document qui est traduit selon le niveau d'aisance de la personne à aller vers le service, soit le document est traduit, soit ils vont lâcher un appel à un intervenant qui connaisse d'une maison de famille, par exemple, ou ils peuvent même, lorsque possible, aller dans le service d'accompagner la personne dans le service ou dans l'activité pour l'intégrer. Ou même de trouver un parent anglophone qui participe déjà, par exemple, à une activité à une maison de la famille, puis de créer le maillage entre ces deux parents-là pour que ça soit moins gênant. C'est comme la première journée à la garderie quand tu peux tenir la main de ton ami, tu sais, versus rentrer dans la grande école toute seule. On dirait qu'il y a des moments dans la vie où on se retrouve dans ces souliers-là de quand on rentrait à la maternelle, là.
Moi, en plus, hey, non, je rentrerai. Ben, je vais te dire. Non, Moi, vas-y, quand je suis c'est allée trop à la tard. maternelle, je pars, mais je reviens rapidement, OK? Promis, mais quand j'ai commencé la maternelle aux États-Unis en anglais, puis j'étais une petite francophone. Fait que, oh my God! Je pense que j'ai été anxieuse à l'école pour le reste de ma vie. Mais bon, ça peut laisser des marques, hein? Fait qu'on peut repenser à nos familles immigrantes. Voilà, c'est ce que je vais dire. Je pense que notre dernier sujet de discussion, il nous reste une vingtaine de minutes. Fait que je rappelle aux gens qui sont avec nous que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Là, on est là pour vous répondre aussi, il n'y a pas de problème. Mais reparlons quand même de ce soutien, de cette entraide, parce que c'est franchement intéressant. Là, des fois, j'ai l'impression qu'on sous-estime les groupes de soutien, les associations, les organismes qui sont capables de dire hey, nous, c'est que parler, mais je te dis, ça va faire une différence. On y revient. J'aimerais, Martine, qu'on parle de l'interconnexion. Donc, cette idée que si, en tant que parent, grand-parent, je ressens des défis, mais que j'ai l'impression que c'est 3 organismes différents qui pourraient m'aider, comment peut-on faciliter cette interconnexion? Comment peut-on s'assurer que la personne elle va être prise en charge dans tous ces enjeux? Dans le fond, je pense que la meilleure chose, le premier pas à faire, c'est naturellement d'appeler un de ces organisations-là qui concerne une sphère, peu importe. Exemple, si on va cogner à la porte ou si on appelle dans un organisme communautaire famille, la première chose qu'on va faire, c'est vous demander c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez, etc., tout ça. Et là, on va être capable de dire, bien, chez nous, on peut vous offrir ça, mais il y aurait une organisation qui pourrait vous soutenir à tel niveau, etc., etc. Fait que je pense que c'est la première chose à faire. Puis je pense qu'il y a des organismes familles, dans le fond, qui font je m'amuse à dire du 0 à 99 ans, là, dans le sens qu'ils font de la périnatalité, mais ils travaillent aussi avec les aînés. Ils vont faire des activités intergénérationnelles, etc. C'est sûr que ça dépend toujours, encore une fois, comme je le mentionnais en tout début de rencontre, des besoins de la communauté puis des besoins de comment cet organisme-là s'est développé au fil des années, dans le fond. Alors, j'invite vraiment les gens à aller cogner à la porte. Puis, je ferai vraiment un saut rapide aussi sur ce que Raymond parlait, etc. Comment c'est important de mettre de l'avant toute l'expérience et les compétences que les pères, les mères, les personnes significatives qui fréquentent nos organisations soient là. Puis, je vous dirais que dans les organismes communautaires familles, on parle d'enrichissement de l'expérience parentale. Donc, quand il y a une situation, quand on discute avec les parents, on va toujours leur laisser parler en premier de leur expérience. Et ce qui est très, très fort là-dedans, c'est que les parents et les personnes se reconnaissent entre eux et se rendent compte que, dans le fond, qui vivent les mêmes situations, etc. Alors, voilà. Oui, Sébastien, chez Réseau Maison Oxygène, comment on fait pour tenter d'assurer cette interconnexion? Si moi, je vais cogner à votre porte, après, j'ai d'autres besoins, comment ça marche? En tant que tel, c'est clair que l'ensemble des maisons font l'effort d'être bien réseautées, de s'assurer de bien connaître les organisations qui entourent là, les besoins des pairs. Puis c'est de créer des liens significatifs. On disait tantôt, là, mais quand on parle à quelqu'un puis qu'on dit, ben, écoute, je connais un tel, tu sais, puis que je m'assure que ce lien-là est vraiment privilégié, et ça, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on transfère ce lien-là de confiance au père qu'on accompagne. Donc, il y a une partie qu'on peut répondre en tant que maison oxygène. Les intervenants, là, ils développent des belles compétences, autant au niveau de toute la connaissance des lois au niveau familial, mais toute la connaissance aussi de les lois au niveau de la protection de la jeunesse, comment accompagner un père qui est accompagné par la protection de la jeunesse, puis comment faciliter les contacts. Donc, ça fait en sorte qu'on a des intervenants qui développent des belles compétences, puis je salue les 140 intervenants qui travaillent dans les maisons oxygène actuellement parce qu'ils font vraiment un beau travail. C'est vraiment beau de les voir aller. Oui. Raymond, tu sais, vous parlez tu parles de chapeauter, donc le réseau, vous autres, vous chapeautez, évidemment, vous accompagnez les gens. Comment on les accompagne dans justement cette idée que les obstacles, les défis, ils sont multiples? Tu sais, comment est-ce qu'on peut leur suggérer d'aller chercher de l'aide puis de l'obtenir de plein d'endroits différents? Ben, écoute, c'est une réponse qui est complexe, Je le sais. mais plusieurs réponses. OK, je vais t'en regarder deux. Vas-y, vas-y. Deux, je pense qu'on a vraiment à travailler sur notre discours social, sur la demande d'aide des hommes et sur les hommes.
Moi, je fais une revue de presse à tous les matins. Puis quand je vois homme au pluriel ou père au pluriel, la plupart du temps, c'est essentiellement négatif. On a un discours beaucoup négatif sur les problématiques qui sont importantes, sur les déficiences et tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi valoriser la contribution positive des hommes dans notre société pour qu'il y ait un équilibre. Puis d'autre part, il faut aussi reconnaître que les hommes peuvent aussi vivre des difficultés. Fait qu'il y a quelque chose de sociétal dans tout ça. Oui, on peut faire un paquet de services, mais si tu intègres ça, puis si tu es convaincu que de toute façon, ils ne s'occuperont pas de toi, tu n'y iras pas. Fait qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose dans notre société à faire de ce côté-là. Puis comme je disais, on fait un paquet, on travaille avec les organismes, les sensibiliser, tout ça. Puis l'autre chose aussi que j'aimerais dire qui est importante, puis ce qu'on applique de plus en plus entre nous, c'est qu'on dit toujours qu'il faut briser les silos. Hein, on dit ça, c'est un espèce de cliché maintenant, mais moi, je ne peux pas briser les silos de tout. Dans le réseau de la santé, je n'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, j'ai le pouvoir peut-être de briser mes silos à moi. Alors, je me dis, si nous, on travaille ensemble, si nous, on fait des partenariats concrets, si on se connaît comme réseau, comme organisation de services, ben, on va être bien meilleur pour travailler ensemble. Puis si nous autres, moi, si je connais les OCF, les maisons d'indigènes, etc., bien là, l'espèce de filet de sécurité, le panier de services va être beaucoup plus efficace. Fait qu'on a une responsabilité aussi comme réseau, nous autres, de mieux se connaître, mieux travailler ensemble pour ne pas faire de dédoublement, puis aussi pour mieux référencer. Je pense qu'il faut voir qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau. Puis Anne-Marie, du côté de l'interconnexion, justement, chez CHSSN, comment ça fonctionne? Comment ça peut s'appliquer chez vous? Bien, moi aussi, j'ai comme plein de choses à dire là-dessus. Je vais dire une chose. Non, en fait, je vais en dire deux, moi aussi. La première, c'est que les organismes en fait, le réseau communautaire anglophone au Québec, parce qu'on est petit, parce qu'on est précis, on travaille étroitement ensemble. On se connaît comme toutes, là. S'il y en a d'autres qui sont sur l'appel et qui ne me connaissent pas, je vais avoir l'air d'une belle menteuse, mais c'est un petit réseau. C'est un petit réseau. Donc, normalement, les connexions se font quand même assez bien. Par contre, le CHSSN, dans notre modèle de développement des communautés, on ne veut pas rester en silo. On veut s'intégrer dans ce qui existe déjà. Puis ça, c'est pour ça qu'on finance nos organismes, nos 23 organismes, pour qu'ils se réseautent avec les autres organismes de l'écosystème familial de leur région. Et le CHSSN, on fait la même chose au niveau provincial. Donc, je suis virtuellement assis dans la salle avec mes amis. Il y a des amis avec qui je suis plus proche, il y en a d'autres avec qui j'aimerais plus devenir amie, mais la volonté est là. C'est juste qu'on n'a pas le temps de tisser ces liens-là avec tout le monde. Mais je vais en parler des impacts directs qu'il y a sur les organismes, mes fameuses 23. Écoute, en 6 ans, depuis que je suis là, le nombre de pères qui sont rejoints par ces organismes-là a augmenté genre de 1000%. Puis ça, c'est directement à cause que CHSSN puis RVP, on se parle, puis on fait des... Tu sais, quand vous pouvez imaginer c'est comment travailler avec Raymond, hey, on fait des projets de recherche, on bâtit des choses, tout le monde est formé, hey, non, mais ça n'arrête plus. Fait que ça, là, ça descend dans nos milieux, puis après ça, nos milieux s'y approprient. Ensuite, FQOCF, on a un super beau projet de collaboration pour les familles d'expression anglaise. La FQOCF va venir à un de nos événements la semaine prochaine où on rassemble nos 23 organismes qui travaillent directement avec les familles pour qu'ils puissent se parler. Parce que moi, puis FQOCF, on se parle tout le temps. Puis là, ben, Sébastien, peut-être pas toi directement parce que je pense que tu t'en vas bientôt. On sait jamais. Pardon? À partir d'aujourd'hui, on ne sait jamais, peut-être que ça a créé un lien. Oui, mais Maison Oxygène, ils sont full hot, là. Ça fait que eux aussi, là, ça s'en vient, c'est ça. Il faut avoir le temps. Oui. Moi, ça m'impressionne toujours. Ça fait quand même quelques années que je m'implique avec le Réseau pour un Québec famille, puis on a souvent été visiter des organismes, des fondations qui sont là, qui sont sur le terrain. Et moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est la qualité des intervenants qu'on a au Québec. Les gens qui s'impliquent
sont absolument extraordinaires. Puis je lance pas ce mot-là à la va-vite, là. Je veux dire, ils sont véritablement formés, ils savent comment intervenir, ils savent quoi dire, quoi faire au bon moment. Fait que ça, je pense, puis si les gens ne le savaient pas, je le dis, c'est un acquis. Les intervenants, ils sont plus qu'exceptionnels. Mais j'ai l'impression des fois qu'on sous-estime un peu le côté, puis je le disais tantôt, soutien, entraide, mise en contact avec d'autres personnes qui peuvent éprouver les mêmes défis, les mêmes enjeux que nous. Peut-être que, Sébastien, tu pourrais nous parler justement de cette importance de l'entraide sociale ou en tout cas du réseautage, du groupe qu'on peut former autour des gens qui ont des besoins. Faut imaginer là, que dans une maison oxygène, on se retrouve avec 9 autres pères ou 17 autres pères. Et ce qui veut dire à peu près 14 enfants là, qui tournent alentour de la table aussi. Là. Donc, c'est ce que ça représente une soirée dans une maison oxygène. Mais imaginez quand un père arrive puis il se permet de nommer quelques difficultés, que ce soit des enjeux au niveau de l'éducation, puis au niveau de. Puis là, on a l'intervenant qui est prêt à répondre parce qu'il a la bonne réponse. Puis là, tout à coup, c'est un autre père qui répond. Puis la réponse est super adéquate. Puis ça fait en sorte que les deux s'identifient, puis à ce moment-là, ils se rallient ensemble, ils se disent, ben, OK, on vit les mêmes enjeux, et ça vient normaliser en quelque part ce que le père peut vivre, puis dire, ben, j'ai des enjeux, mais d'autres pères ont d'autres enjeux ou ont les mêmes enjeux, et là, toute l'entraide qui se crée par rapport à ça. Et on a vu souvent des pères que les relations sont allées au-delà de leur simple présence en maison oxygène, qui ont maintenu des relations. Et moi, je les appelais mon petit couple. Là. Je rencontrais là, deux pères après un hébergement qui a eu lieu. Deux pères, j'ai rencontré tout le temps dans le parc. Ils étaient tout le temps ensemble avec leurs enfants. Puis ils ont maintenu cette relation-là pendant des années et des années parce que justement, il y avait une force d'entraide entre les deux. Puis c'est beau à voir ça. Quand on voit ça là, comme intervenant, on a juste à s'éloigner un peu puis laisser la magie opérer pour les laisser aller. Fait que c'est tout ce qu'on a à faire. Comprends donc. Raymond, peut-être que tu pourrais continuer à ce sujet-là, donc de l'entraide, justement, se reconnaître à travers les autres, peut-être. Ben, tu sais, dans le fond, là, à un moment donné, il faut comprendre que chacun d'entre nous, chacun à sa façon, on poursuit le même objectif, on travaille tous pour la même affaire. C'est les mêmes familles, c'est les mêmes pères, les mêmes mères, les mêmes enfants, mais selon les besoins, ils peuvent cheminer dans nos différents parcours, selon leur trajectoire de vie. Puis ça, je pense, c'est vraiment comme une espèce de question de valeur, de vision, puis se dire, on n'est pas en compétition. Tu sais, il y a des fois des gens de milieu communautaire, les gens vont dire mes familles. C'est pas mes familles, c'est des familles, puis il faut se dire comment est-ce qu'on fait quelque chose pour les accompagner. Moi, je peux faire ça, toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça. C'est l'espèce de conscience du big picture, puis dire que à moi tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. Mon réseau ne peut pas faire grand-chose. C'est tout le monde ensemble qu'on peut faire une différence. Puis si on porte ça, bien là, on peut faire vraiment un changement de société. Tu sais, je disais, qu'est-ce qu'on veut? On veut des familles heureuses, on veut des familles égalitaires, on veut des enfants qui cheminent bien dans la vie. Puis ça, on est focusé là-dessus, puis on a une humilité, mais en même temps une passion. Tu vois, on est tous du monde passionné. C'est là qu'on peut vraiment faire de la transformation sociale. J'ai l'impression aussi... vas-y, Martine, je t'écoute. Transformation sociale, puis comment on réussit à tisser tous ensemble ce filet social-là qui est fort important, là, on en a besoin. Oui, absolument. Mais Martine, tant qu'à y être, pourquoi tu ne réponds pas justement comment on peut souligner cette importance du groupe? Puis tu sais, je veux même dire, dans ce webinaire-là, on voulait parler, puis on parle aussi de beaucoup des mères, des pères, mais tu sais, comment on s'assure qu'un grand-parent peut lui aussi être inclus dans ces discussions-là. Je sais que moi, la grand-mère de ma fille, elle vit presque ici parce qu'on a besoin d'aide, puis c'est elle qui est là, tu sais. Si on avait besoin d'aide, elle serait là, mais elle aurait peut-être elle aussi besoin d'aide. Comment on tisse ce filet social-là autour de tout le monde? Mais dans le fond, c'est sûr que tous nos organismes, les organismes communautaires, familles, dans le fond, comme je disais tantôt, on accueille toutes ces personnes-là. Moi, je suis grand-maman, puis ma fille, quand elle était en congé de maternité, elle est allée dans un organisme famille, puis ben, je l'ai accompagnée aussi, même si ça a été mon milieu. Pour moi, c'était important d'y être, puis c'est sûr que je connais naturellement, je prêche pour ma paroisse parce que je connais le bienfait de fréquenter un organisme communautaire famille. Mais il y a quelque chose de très stimulant et intéressant, tout ça. Puis il faut oublier que dans les organismes, la plupart des organismes aussi, on a des bénévoles. Et on a souvent des bénévoles
qui font partie de cette génération-là, qui sont des grands-parents, qui sont des personnes seules, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont envie de s'impliquer. Puis je me rappellerai toujours d'une directrice qui avait témoigné justement d'une dame d'un certain âge qui avait cogné à sa porte, qui était très gênée, mais elle disait, moi, j'ai envie de venir aider. Puis elle avait dit, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Puis elle a dit, n'importe quoi. Elle m'a dit, je suis bonne dans le ménage. Fait que cette personne-là, elle a commencé à venir pour faire de l'entretien ménager, pour pouvoir commencer à nettoyer, désinfecter des jouets, mais c'est devenu un pilier dans l'organisation. C'est devenu quelqu'un que tous les enfants allaient se coller sur cette personne-là. On a aussi des grands-mamans berceuses qu'on appelle, ou des fées marraines, etc., qui viennent dans les organismes communautaires, familles, pour bercer les enfants, pour prendre du bon temps. Fait qu'ils sont là. Je parle de ça, mais il y en a qui sont sur des conseils d'administration aussi, d'organisation. Donc, il y a la place pour tous, là. Fait que c'est vraiment, faut pas négliger ça. Fait que si vous avez envie de vous impliquer, il y a une organisation communautaire, c'est sûr qu'il va vous accueillir avec plaisir. Puis Anne-Marie, dans cet esprit de partage puis d'entraide, j'ai l'impression que c'est encore plus important quand on sent qu'on ne partage pas la même langue que le reste de la province, de se dire, eh bien, moi aussi, j'évolue dans une situation où des fois, j'ai l'impression d'être incompris de par la barrière de la langue. Bien, que là, si on me met en lien avec une autre famille, tu sais, ça facilite un peu la chose, sûrement. Certainement. Puis ce qui me trotte dans la tête depuis tantôt, c'est comment on définit le bien-être de nos familles. Puis on peut évaluer leur état de santé physique, leur état de santé mentale, leur état de santé financière, aussi leur réseau. Puis par contre, lorsqu'on veut aussi évaluer le bien-être d'une famille, c'est à quel point ils sont connectés ou isolés du reste du groupe. Puis se sentir isolé, on peut être entouré de gens et quand même se sentir isolé parce qu'on ne sent pas qu'on a notre place. On ne se sent pas vu, on ne se sent pas compris, puis on ne se sent pas bienvenu. Alors ça, je pense que c'est un concept qu'on doit toujours avoir derrière la tête. Puis ça, il y a pas de langue associée à ça. C'est être humain. Puis je pense qu'on veut tout, on est des êtres sociaux, on veut être connecté avec les autres. Puis pour être connecté, il faut on sente qu'il y a une place pour nous. Alors, comment est-ce qu'on crée cette place-là pour les gens? Puis justement, c'est comment est-ce que tout le monde peut un peu devenir un membre de la famille non traditionnelle, que deux hommes dans un parc deviennent des frères, que euh, voilà, qu'une meilleure amie de la mère devient une tante. Absolument, Dans... absolument. Là, pensez à votre mot de la fin parce que le temps, ça va vite. Mais avant ce mot de la fin, Martine, moi, je vais un peu quand même prêcher pour ma paroisse. Moi, j'ai créé avec le Réseau pour un Québec Famille la Journée nationale des beaux-parents qui va avoir lieu ce dimanche, le 18 mai. Je me demande, moi, j'ai énormément, merci Anne-Marie, j'ai énormément de questions toujours là, depuis que j'ai créé ça en 2021, des questions de beaux-parents qui, des fois, trouvent ça particulièrement difficile de s'inclure au sein d'une famille ou de trouver sa place. Je me demande si à la Fédération, donc, Martine, il y a ce type de ressources présentes, puis peut-être rassurer les gens, parce que moi, je sais qu'il y en a, là, mais rassurer les gens que ça existe. C'est sûr que dans les organismes communautaires familles, il y a possibilité aussi de retrouver des personnes qui sont dans la même situation que nous, qui ont pu échanger. Quand je parlais d'enrichissement, l'expérience parentale, tantôt, c'est quelque chose aussi qui fait de parler de son expérience, qui nous donne une force. Mais oui, ça existe. Puis il ne faut pas hésiter à cogner encore une fois là, aux portes des organisations là, qui offrent, c'est dans le fond des ressources là, pour les familles. Là. Parce qu'on parle d'adultes significatifs dans la vie des enfants, tu sais, mais j'ai l'impression que des fois, tu sais, autant on peut dire à un papa qui est pas, ne pas assez souligner que c'est un bon papa, mais autant des fois un beau-parent qui se donne, ça peut être un rôle particulièrement difficile. Des fois, je le sais, on a besoin d'aide. Fait que voilà, je le dis à toutes les familles recomposées, là, allez chercher de l'aide, ça existe. Donc, mot de la fin. Vas-y, L'Association des familles monoparentales et recomposées qui existe au Québec, hein, qui est un autre partenaire avec lesquels on travaille quasiment tous les organismes qui sont ici. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller sur leur site là, pour
Absolument. Donc, mot de la fin. Comment on conclut ça? C'est assurément pas moi qui le conclue. Ça va être vous autres qui allez conclure ça. Moi, je conclus la poutine du webinaire à la fin. Mais Sébastien Trudel, Réseau Maison Oxygène, qu'est-ce qu'on dit pour conclure ce webinaire? Ben, simplement, ce qu'on dit souvent, c'est n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, puis tardez pas à aller chercher de l'aide. Un petit problème qui est comme ça, quand on tarde, ça devient gros, ça devient lourd, puis ça devient complexe. Fait qu'il faut y aller rapidement. Allez-y, il y a le site Internet, allez-y, allez chercher de l'aide immédiatement. Je sais, Sébastien, que c'est ta dernière journée au réseau. Fait que Oui, bonne chance pour la suite des choses et merci, félicitations pour tout ce que tu as fait à travers les dernières années. merci, c'est gentil. Anne-Marie, donc, mot de la fin? La vulnérabilité puis le besoin, ça n'a pas de langue. Je veux dire ça. Puis je veux dire aussi que s'il y a des gens qui ont besoin, j'ai mis notre site Internet. S'ils ont besoin de rejoindre leur organisme réseau de leur région, notre site Internet est là, mais mon adresse courriel aussi. Génial. Merci Anne-Marie. Raymond? Moi, je dirais qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin dans notre société du ensemble. OK? Parce que souvent, on a des discours sociaux, puis on a l'impression qu'ils nous divisent, qu'ils nous séparent et tout ça. Oui, il faut s'intéresser aux réalités particulières, j'en suis, je suis con. Mais il faut qu'ultimement, notre grand projet de société, là, on soit ensemble. Ensemble, toutes les familles, tous les parents, ensemble, tous les gens du milieu communautaire, ensemble avec le réseau de la santé, puis que dans notre projet de société, on sente, dans le fond, que toutes les familles, tous les parents, ils ont leur place. Puis que là-dedans, les pères aussi sentent qu'ils ont leur place. Les pères québécois là, au monde sont juste derrière les pères des pays scandinaves. Ils ne sont pas parfaits, ils ont des défauts, il y a des choses qu'ils pourraient faire mieux, mais au niveau mondial, ils sont bien cotés. Quand est-ce qu'on dit ça? À peu près juste pendant la semaine de la paternité. Puis quand on le dit, à chaque fois, il y a des pères qui viennent me voir et qui me disent « Merci, merci, ça me fait du bien. » Fait que c'est pas d'enlever les mauvais coups, mais il faut que les pères, les hommes, les jeunes hommes sentent qu'ils font partie de ce beau grand projet-là. Ça nous prend du ensemble. Il faut qu'il soit au-dessus de chacun d'entre nous. Du ensemble, c'est ça que j'ai le goût de dire. Puis ça tombe bien quand même parce que le thème de la Semaine québécoise des familles, c'est tisser des liens. Fait qu'on est là pour être ensemble en plus et pour en parler d'être ensemble. Merci beaucoup, Raymond. Et Martine, donc, mot de la fin de la part de la Fédération. Moi, je dirais la famille, c'est la base de la société. Alors, il faut investir dans les membres qui la composent, peu importe les individus qui la composent. Et il faut que, je pense que Raymond l'a bien dit, là, il faut qu'on travaille tous ensemble pour ce bien-être-là. Puis, bien, ça serait un petit mot politique, ce serait intéressant que le financement aussi suive de la part de nos gouvernements et de nos divers ministères avec lesquels on travaille. Alors, voilà. Oui, c'est effectivement un bon point final. Fait que je veux tous vous remercier individuellement d'être venus à ce webinaire. Évidemment, nos panélistes, merci infiniment. Merci aux gens qui ont assisté aussi au webinaire. Puis je vous répète, tous les liens qui ont été partagés du côté du chat vont être donc sur la page du Réseau pour un Québec Famille avec ce webinaire. Puis je vous inviterai à le partager. Si vous connaissez quelqu'un qui, vous savez, peut avoir besoin d'aide, hésite encore, voudrait avoir plus de ressources, mais ne sait pas comment faire, envoyez-lui ce webinaire-là en lui disant « Je te l'envoie, puis faisons ce que tu veux par la suite. » Des fois, juste une petite étincelle, c'est suffisant pour allumer la flamme. Alors, merci infiniment à tout le monde. Puis voilà, à bientôt. Merci. Merci. Salut, bien. Merci.